merci. On est un peu chez toi là. C'est quoi ici? Alors, l'Avina, c'est un lieu que j'ai créé, entre guillemets, il y a presque 9 ans, que j'ai ouvert pour donner une voix à l'âme des peuples à travers l'art. Avant, il y a 20 ans, jour pour jour, tu vois, le 3 novembre 2003, on avait ouvert une scope avec des amis qui s'appelait le local rue Brocherie, commerce équitable, salon de thé, expo, tout ça, un lieu innovant. Il a fermé en 2010. Et j'avais l'idée d'ouvrir un lieu plus petit dédié à l'art. Voilà. Et puis, j'y pensais. Puis en 2014, j'ai fait une quête de vision et j'ai eu un flash comme quoi il y avait quelque chose à louer dans ce lieu au 12 place Notre-Dame. J'y suis allé, effectivement, le lieu était à louer. J'ai contacté le propriétaire, qui est Alain Geoffroy, qui est un de ceux qui a organisé l'ethnopsychiatrie en France. En France, ethnopsychiatrie, âme, psyché, ethno, des peuples. Et donc il m'a loué le lieu qu'il attendait de louer à quelqu'un qui lui plairait. Voilà. Donc j'ai ouvert ça le 8 décembre 2014. Pourquoi la Vina? Parce qu'en fait, à l'époque, j'étais guide de voyage en Inde. J'allais souvent à Benares et j'allais à la Sita Guest House. Et à la Sita Guest House, en fait, c'était les enfants de ce brahman, on appelait ça un jyotish, un astrologue. En 2005, il me lit les lignes de la main, il me fait mon thème astral, il me dit comme ça en anglais, You should open a place dedicated to Indian culture, and you could call it the Vina. Pour ouvrir un lieu dédié à la culture indienne et l'appeler la Vina de Sarasvati. Sarasvati, c'est la déesse des arts, de la connaissance, de la parole, qui a créé le monde par la parole, et elle joue de la Vina. Et donc, quand j'ai ouvert ce lieu, j'ai voulu l'appeler la Vina. Et ce qui est beau, c'est qu'en fait, tout à l'heure, tu parlais de s'accorder. Et le Bouddha, en fait, après avoir été dans la facilité pendant des années dans son palais sans connaître la souffrance, il a vu la souffrance, la maladie, la vieillesse et la mort. Il est allé en quête de la solution à la souffrance. Il s'est imposé les pires austérités. Il n'est pas arrivé par la force. Il s'est assis sous un arbre. Il a accepté un bol de riz d'une jeune fille, parce qu'il a vu qu'il était sur le point de mourir. Et là, il y a un maître de Vina, un instrument de musique indien, qui passe sur une barque et qui dit à son disciple, si la corde de l'instrument n'est pas étendue, elle ne rend pas de son. Si elle est trop tendue, elle casse et le son n'est pas beau. Il a compris que toute la première partie de sa vie, il était trop dans la facilité. Et dans la deuxième partie de sa vie, il était trop dans la dureté. Et donc il fallait qu'il s'accorde à lui-même. Et quand on joue du sitar ou de la vina, on dit d'abord il faut s'accorder. Voilà. Apprendre à écouter, souvent... à une époque, je faisais des cours d'italien à une maître de chant et elle me disait qu'elle avait appris le chant instantanément avec quelqu'un qui, pendant une demi-heure, leur faisait écouter le silence. Et après, quand il chantait, la voix était complètement différente. Et c'est pareil quand on souffle dans l'instrument. Voilà. Et donc, apprendre à écouter, apprendre à parler. Je suis un ancien bègue et en fait, une des choses qui m'a sorti de mon bégaiement, c'est quand j'ai appris à écouter, comme disait Krishnamurti. Et là, je me suis rendu compte que ma voix, elle sortait tout naturellement, même si je ne l'avais pas fait pour ça. Donc c'est vraiment cette idée aussi dont tu parlais hier en conférence, donner une place à l'intime. Quand on est dans l'intime, on est aussi dans l'ultime, on est au commencement, on est à la fin, et là, tout devient possible, parce qu'on est accordé à soi-même. Et s'accorder, c'est aussi accepter, s'accorder à soi, comme on s'accorde en mariage, comme on accorde sa main, comme on s'accorde au monde, et cette idée de la corde, elle est fondamentale, quoi. Même au niveau, tu vois, de la force qu'on peut avoir pour tirer les choses. Une corde, c'est formé de nombre infini de petits brins. Chacun, on le casse comme on veut. Mais si ces brins se tressent, là, une corde, plus personne, elle peut tirer des navires. Donc c'est la force du collectif. Hein. AgroLive, on est 300. Malheureusement, on n'est plus beaucoup sur le terrain. Mais je dis, mais vous vous rendez compte, on est 300. En une demi-heure, on peut couvrir la ville d'affiches. En un claquement de doigts, on peut avoir 3000 euros. On peut louer le prisme de Cessin ou un truc comme ça. On peut tout faire à 300. D'ailleurs, c'est dans le fameux film 300, là. C'est 300 Spartiates, je crois, qui mettent en déroute une armée de Perses, quoi. Voilà. Donc, Bellavina, c'est un lieu, c'est associatif. Il y a des expositions. À la base, ça devait être de l'art traditionnel pour montrer le rapport que les peuples premiers, ou même la culture traditionnelle indienne, le taoïsme, comment ils montrent leur rapport à la terre et au ciel à travers l'art. Et donc je voulais faire venir des écoles, tout ça, mais voilà, j'ai été assez mal reçu par les élus de la ville de Grenoble, parce qu'en gros, je n'étais pas dans l'idéologie, même si tout mon parcours, hein, c'était à 300% les valeurs qu'il promouvait. Et donc Expo, c'est un lieu relais pour la finance éthique, pour la nef,
changer de banque, boycotter les banques, c'est encore et avant la disparition de l'argent liquide, la première façon de changer le monde. Il suffit de retirer notre argent des banques mauvaises, de leur dire en face, vous faites des choses absolument scandaleuses, violentes, vous détruisez la terre, vous exploitez, vous provoquez des guerres, des émeutes de la faim. Je retire mon argent et je vais dans une banque éthique, comme la NEF, Nouvelle Économie Fraternelle, fondée par des anthroposophes à la base. Un lieu relais pour le tourisme solidaire, parce que j'ai aussi bossé des années dans des agences de tourisme solidaire en Inde, au Proche-Orient, en Europe, en Amérique centrale. Il y a des conférences, voilà. Il y a des ateliers d'écriture, et puis finance éthique, voilà, je l'ai dit, tourisme solidaire, droit des peuples. On bosse avec beaucoup d'humanitaires aussi. Il y a beaucoup d'humanitaires qui viennent ici, des petits humanitaires, des plus grandes assos. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, on constate, j'ai des amis qui disent ici, c'est un accélérateur de synchronicité. Et c'est vrai que c'est un peu un accélérateur de synchronicité. À Grenoble, on a le synchrotron. Ici, je dis c'est le synchronicitron. Parce qu'en fait, on se presse le citron et ça accélère la synchronicité. Il y en a sur la place Notre-Dame, qui est le nombril de Grenoble. Il y a la fontaine des Trois Ordres, qui commémore la Révolution française, qui a commencé à Grenoble avec la journée des Tuiles. Il y a les 4 vertus, parce qu'en fait, il y a liberté, égalité, fraternité. Et sur la fontaine, si vous regardez, il y a aussi marqué justice. Je crois qu'aujourd'hui, vraiment, si les gens ont besoin de quelque chose, c'est la justice, quoi. On peut leur dire, on vous aime, on vous donne de l'argent. Ouais. Mais s'il n'y a pas de justice, voilà, on n'est pas heureux, quoi. Donc voilà, cette quête de justice, de justesse, elle est vraiment importante, quoi. Alors, ouais, le titre, effectivement, ouais, c'est fou, c'est qu'en fait, j'ai toujours été fasciné par. Enfin, j'aime beaucoup Steve McCurry, qui est un grand photographe, peut-être le plus grand photographe coloriste. Après, il paraît que c'est pas quelqu'un de très cool. On m'a dit, des gens qui le connaissent, en Inde, il paraît qu'il n'est pas très cool avec les locaux. Mais voilà, le projet, il était là, mais effectivement, le nom, il lui a été donné par un brahman à Bénarès que j'ai retrouvé dans cette guest house où j'amenais toujours les touristes. Donc, c'était quand même un truc de fou, quoi. Le lieu, effectivement, m'a été communiqué comme ça, un peu par une vision. Et voilà, c'est complètement magique, quoi. Et ça, le commerce équitable et le bio, j'ai oublié de le dire, c'est le fondement même de la vie, hein. On est en commerce équitable et on est en bio. Parce que sinon, on ne peut pas empoisonner la terre pour dire j'ai besoin de vivre. On ne peut pas exploiter les gens en disant j'ai besoin de vivre. Parce que ça crée les conditions du chaos et de la guerre, hein. Voilà. Et je vois qu'il y a pas mal de photos. Ça, c'est toi qui es parti en Israël, c'est ça, et en Palestine? Alors ouais, ça c'est des photos, c'est Jacques qui m'a dit, mais parce que je lui ai montré quelques photos que j'avais faites en Palestine, effectivement c'est des photos que j'ai faites en 2000. J'étais parti pour un tour du monde, bon, qui s'est arrêté à Jérusalem parce que la fille avec qui j'étais, elle en a eu marre quand elle est arrivée en Jordanie, elle est rentrée, donc moi j'ai prolongé 15 jours et du coup c'était la deuxième intifada en Palestine. Donc il y a effectivement des photos de terre sainte. En fait, toutes les terres sont saintes. Toutes les terres sont saintes. Et le conflit israélo-palestinien, il est archétypique, en fait, ou archétypal, parce qu'on a les peuples ennemis qui sont tous enfants d'Abraham, hein. Il y a aussi les chrétiens, il ne faut pas oublier les chrétiens d'Orient qui souffrent, hein, qui s'en prennent plein la gueule depuis longtemps. Et on est sur un méridien sacré qui s'appelle le méridien Apollon-Saint-Michel, qui va de la plaine de Armageddon, qui va de Terre Sainte en Terre Celte. Et sur tout ce méridien, il y a des lieux dédiés à Apollon, anciennement, et aujourd'hui à Saint-Michel. Ça passe par Delphes, le Gargano dans le sud de l'Italie, Monte San Angelo, la Sagra di San Michele près de Turin, le Mont Saint-Michel, Saint Michael Mount en Cornouailles et Skellig Michael où a été tourné un Jedi, un retour du Jedi. Voilà, avec des maisons riches. Et pourquoi je dis ça? Parce que y a vraiment ça qu'on est en train de vivre aujourd'hui et que j'essaie de montrer aussi à travers cette expo. Il y a des images qui commencent en Terre Sainte mais qui se terminent en Terre Celte parce que c'est un peu toujours le même mécanisme d'oppression des peuples. Donc il y a les Juifs, il y a les Palestiniens, il y a les Arméniens et puis les Celtes aussi qu'on a voulu exterminer, quoi. On a vraiment voulu exterminer et on réécrit aussi l'histoire aujourd'hui des Celtes. Il y avait une émission sur Arte une fois qui disait que les Saxons étaient arrivés pacifiquement en Angleterre. Non, c'était des paysans qui avaient cultivé la terre et qui n'avaient pas eu de massacre des Saxons, des Celtes, hein, en Angleterre.
Ça veut dire que eh bien, les Celtes avaient donné leur terre aux Saxons, qui étaient quand même des mercenaires, hein, qui étaient appelés d'abord au début, voilà, qui leur avaient donné leur langue, qui leur avaient donné le pouvoir, tout ça, et que non, ça s'était tout passé très gentiment, voilà. C'était sur Arte. J'avais écrit, je leur ai dit, ouais, en gros, dans 300 ans, c'est ce que vous direz par rapport à la conquête de la Palestine, c'est que voilà, ça s'est super bien passé. Les Palestiniens ont dit, venez, venez, prenez nos terres, prenez notre culture, détruisez nos oliviers, détruisez tout, et voilà, on est content parce que voilà. Euh, et cette notion d'âme des peuples, elle est importante. Elle est importante. Et ici, j'ai accueilli vraiment toutes sortes d'expos, toutes sortes de personnes, parce que c'est vraiment ça. On cherche aujourd'hui, on est dans une guerre totale contre le vivant. On est une guerre totale contre la nature et une guerre totale contre la civilisation. On est dans une guerre contre les enfants, contre les anciens. On est dans une guerre contre le passé et contre l'avenir. Voilà, c'est vraiment une guerre totale. Et l'âme des peuples, c'est l'idée que chaque peuple est unique, comme chaque personne est unique. Chaque peuple a un génie, et ce génie, il doit l'apporter au monde. C'est sa mission. Une des métaphores que j'utilise souvent dans mes livres, ou par rapport à des expos, par rapport aux arts, tout ça, c'est la métaphore du filet d'Indra. J'ai trouvé ça dans le livre de Fritjof Capra, Le Tao de la physique, le Tao Physics, qui est un livre vraiment culte des années 70, où Fritjof Capra, qui est physicien à Berkeley, il dit, en fait, il cite un sutra qui est l'Avatamsaka Sutra. Et le Bouddha, en fait, dans une de ses méditations, il accède au ciel d'Indra, qui est le roi des dieux en Inde. Et dans le palais d'Indra, il y a un filet sur le plafond. Et à chaque croisement des mailles du filet, il y a un joyau différent. Et chaque joyau reflète tous les autres joyaux. Et lui met ça en relation avec la théorie des bootstraps, des fractales. Et ça, c'est une des plus belles métaphores qui soit. C'est-à-dire que chacun de nous, on est unique. Chaque peuple est unique, chaque instrument de musique est unique. Et quand il va au bout de son unicité, il va toucher à l'universalité. Et ce joyau va refléter tous les autres joyaux. Voilà. Et ça, j'en ai parlé aussi parce que j'ai beaucoup écrit sur les romans du Graal, un site qui s'appelle Quest, justement, qui parle de ce méridien Apollon Saint-Michel, des premiers chrétiens, de la fin de l'ère des poissons avec ce que Jung appelait l'énantiodromie, c'est-à-dire la course d'un contraire vers son contraire, et le fait que la fin de l'ère des poissons sera semblable au début de l'ère des poissons, avec l'effondrement d'une civilisation, l'arrivée d'invasions barbares, l'arrivée d'une nouvelle religion. Et du coup, les romans du Graal, c'est un de ces joyaux de l'humanité. Et ce qui est très beau, c'est que quand on voit comment ils se sont bâtis, les romans du Graal, ils ont pris tout ce qu'il y avait de meilleur. C'est-à-dire, ils ont pris des légendes persanes, la religion chrétienne, ce qu'il y avait chez les Celtes avec le chaudron, ce qu'il y avait chez les Juifs forcément aussi, chez les musulmans, chez les gnostiques, et ça a donné cette idée de la recherche du Graal. Voilà. Et la recherche du Graal, c'est quoi le Graal finalement? Le Graal, hein, c'est une coupe qui réunit tout. C'est la coupe de la communion, la coupe d'immortalité, et c'est ce qui va réconcilier les peuples. Voilà. Et ce qu'on cherche tous, pour les physiciens, le Graal, c'est la fusion, parce que ça ne produit pas de déchets, et ça permet d'avoir une énergie absolue. Pour le musicien, ça sera l'accord parfait. Pour un humanitaire, ça sera la paix dans le monde. Pour un médecin, ça sera arriver à comprendre comment guérir, quoi, à travers l'art, à travers l'art de guérir, à travers à la fois guérir l'esprit, soigner l'esprit, etc., quoi. Et en fait, ça va vraiment très très loin. Et on est aujourd'hui aussi un peu dans ce retour du Graal. Et par rapport à l'âme des peuples aussi, hein, ce qui est hyper important, c'est la période qu'on vit. C'est-à-dire, donc on est vraiment à ce kairos, en fait, à ce kairos, ce moment décisif, où on doit sortir de la fatalité, de ce cycle. Hein. Mais c'est difficile, parce qu'en 1848, on a fait la révolution. Ce qui était très beau, c'est que les chrétiens, les poètes, les socialistes, qui n'étaient pas encore tous marxistes, etc., ont renversé, effectivement, le pouvoir qui était en place.
Et juste après, il y a eu le coup d'État de Napoléon III. Où est-ce qu'il a préparé son coup d'État? En Angleterre, avec les banques. Voilà. Donc, moi, je pense qu'on peut y arriver. On peut encore y arriver parce qu'on est nombreux. Il y a autant de raisons de désespérer que de raisons d'espérer. Mais je pense que les raisons d'espérer sont plus grandes. Je vais vous lire un petit truc qui m'est venu l'autre jour, quoi. Pour moi, les motifs d'espérer sont plus grands parce que nous n'avons jamais été aussi nombreux éveillés sur la Terre, sur la planète, autant éveillés sur les hommes qui la dominent, autant éveillés sur l'avenir, sur les moyens d'atteindre l'avenir ou les voies sans issue. Aujourd'hui, une seule chose nous manque, l'union. C'est-à-dire, dans les collectifs, on est des millions d'éveillés en France. Comment ça se fait qu'on soit qu'une poignée dans les rues ou même... C'était super ce qu'on a fait le 19, mais finalement, il y a eu combien de personnes qui ont fait l'action devant l'ordre des médecins? Finalement, 150. Enfin, il y avait plus de gens pour les manifs. Mais voilà. Une union visible, il faut faire l'union, la fusion, une union visible en parole et en acte qui fasse reculer par la force de sa vérité les quelques-uns qui gouvernent le monde et fasse avancer vers nous et nous rejoindre les millions qui doutent encore. Et ça, on peut le faire. C'est-à-dire qu'on peut unifier la résistance. Des gens comme toi, Louis, peuvent unifier la résistance avec Réinfo. Il faut unifier la résistance du sommet à la base. On a besoin de vous et vous avez besoin de nous et on a besoin de tout le monde et c'est possible. Voilà. C'est que comme ça qu'on peut y arriver et tout est possible. Voilà. Merci.